Les visages de Belmez. Belmez est un petit village de moins de 3000 habitants, situé dans la province de Cordoue, en Espagne. Il n'est pas particulièrement connu pour quoi que ce soit d'exceptionnel, à l'exception d'un phénomène étrange documenté sur Wikipédia, qui aurait eu lieu dans les années 1970. Selon l'article, le 23 août 1971, une habitante de Belmez nommée Maria Camara aurait affirmé qu'un visage humain à l'expression inquiétante était apparu de nulle part sur le sol en béton de sa cuisine. D'après son propre témoignage, Maria a été profondément troublée en voyant ce visage. Sachant qu'elle ne pourrait plus l'ignorer, elle a immédiatement appelé son mari Juan et leur fils Miguel. Ensemble, ils ont détruit l'image avec une pioche et coulé une nouvelle dalle de béton. Mais, selon l'histoire, quelques jours plus tard, un nouveau visage est apparu au même endroit. L'article de Wikipédia indique qu'à ce stade, Maria et sa famille ont signalé l'incident au maire de Belmez, qui a ordonné que le béton soit soigneusement retiré pour être étudié. En creusant davantage dans cette histoire, j'ai découvert qu'après avoir retiré cette seconde dalle de béton, plusieurs visages inquiétants auraient commencé à apparaître un peu partout dans la maison. Très vite, la demeure de Maria est devenue une attraction touristique à travers toute l'Espagne, sous le nom de la Maison des Visages. D'après Wikipédia, en moins de 9 mois, des centaines de touristes de tout le pays se rendaient à Belmez pour essayer d'apercevoir ces visages mystérieux, et l'engouement ne s'est pas arrêté là. Pendant les 3 décennies suivantes, Maria et sa famille ont continué d'affirmer que ces visages effrayants apparaissaient un peu partout dans leur maison, parfois en l'espace de quelques secondes et sous leurs yeux. Comme on pouvait s'y attendre, face à l'attention que la maison suscitait, les autorités ont décidé de mener des enquêtes pour déterminer si Maria et sa famille avaient tout inventé ou si quelque chose d'étrange se produisait réellement. C'est là que l'histoire devient encore plus intrigante. Bien que plusieurs tests aient été réalisés pour déterminer si les visages avaient été peints à la main sur le béton, les résultats se contredisaient souvent. À ce jour, il reste donc impossible de savoir avec certitude si Maria et sa famille étaient à l'origine de ces apparitions. L'affaire a même attiré l'attention de plusieurs enquêteurs spécialisés dans le paranormal. Certains ont affirmé que, pendant leurs expériences dans la maison, ils avaient entendu des voix alors que personne d'autre n'était présent et qu'ils avaient même vu de nouveaux visages apparaître sous leurs yeux. Mais, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, les autorités ont accusé ces enquêteurs de ne pas avoir suivi les protocoles scientifiques adéquats ni fourni une documentation rigoureuse, ce qui a largement discrédité leurs témoignages. Aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment d'où venaient ces visages, mais la théorie la plus largement acceptée est que Maria et sa famille ont monté cette histoire de toutes pièces et ont su exploiter l'engouement médiatique pour en tirer un profit financier. Pour les sceptiques, les médias sont tout aussi responsables que Maria, ayant publié de nombreux articles sensationnalistes sur la maison, ce qui a rendu extrêmement difficile la mise en place de tests crédibles et de résultats fiables. Les empreintes du diable. D'après un article de Wikipédia, un étrange incident aurait eu lieu en 1855 dans l'est et le sud du Devon, en Angleterre, laissant les témoins perplexes et troublés. Selon l'histoire, en février de cette année-là, une violente tempête de neige s'est abattue sur la région. Le lendemain matin, plus de 30 rapports provenant de différents endroits en Angleterre faisaient état d'une étrange série d'empreintes en file indienne, ressemblant à des sabots, s'étendant sur une distance apparemment infinie. Les témoins auraient affirmé que ces empreintes couvraient plus de 160 km, ce qui, selon Wikipédia, a laissé beaucoup de gens perplexes quant à leur origine. Plus étrange encore, l'article mentionne que ces empreintes apparaissaient sur des toits, des meules de foin et d'autres obstacles qu'un animal ne grimperait normalement pas. Comme on pouvait s'y attendre, il n'a pas fallu longtemps pour que des théories farfelues émergent. Certains affirmant que ces empreintes appartenaient au diable, probablement parce que leur forme rappelait les sabots d'une chèvre. Évidemment, il existe des explications bien plus rationnelles pour justifier l'apparition soudaine de ces empreintes dans autant d'endroits à la fois. D'ailleurs, si l'article de Wikipédia est intitulé « Les empreintes du diable », c'est uniquement parce que c'est le nom donné à cette légende urbaine.
Il faut aussi garder en tête que cette histoire a sans doute été inventée par des villageois en mal de divertissement dans les années 1800. L'article précise d'ailleurs qu'il existe très peu de preuves que cet incident ait réellement eu lieu, ce qui est en soi assez étrange. Selon Wikipédia, un article publié en 1950 aurait lancé un appel à toute personne ayant des informations sur ces empreintes mystérieuses. Bien que cet article ait été publié près d'un siècle après les faits supposés, il aurait conduit à la découverte de plusieurs documents écrits par un Anglais dans les années 1850. Parmi ces documents figuraient des lettres adressées à des amis dans lesquelles l'auteur mentionnait ces empreintes à plusieurs reprises. Fait intéressant, dans l'une de ces lettres, cet homme avouait avoir inventé l'histoire selon laquelle les empreintes appartenaient à des kangourous échappés de la collection d'animaux exotiques d'un riche propriétaire, dans le but de détourner l'attention des superstitieux qui pensaient que ces traces venaient du diable. Outre cette superstition inventée de toutes pièces, plusieurs autres théories illogiques ont émergé dans les mois suivant l'incident présumé. D'après un certain Major Carter, les empreintes n'auraient pas été causées par un animal, mais par un ballon qui aurait été lâché d'un chantier naval voisin avec ses chaînes encore attachées aux cordes, ce qui expliquerait pourquoi elles semblaient alignées en une seule file. Cependant, les sceptiques ont souligné qu'il était extrêmement improbable qu'un ballon puisse parcourir une telle distance sans être arrêté par des obstacles comme des arbres ou des maisons. D'autres sources ayant étudié l'incident en profondeur ont précisé qu'il était impossible que ces traces s'étendent sur 160 km et que cette partie de l'histoire avait sans doute été exagérée ou totalement inventée. Selon Wikipédia, l'une des théories les plus plausibles serait que ces empreintes aient été laissées par des blaireaux qui, pour une raison quelconque, seraient assortis chasser cette nuit-là. Leurs empreintes ressemblent en effet à celles décrites par les témoins. Mais même si plusieurs explications rationnelles existent, il n'existe aucune preuve concluante sur l'origine exacte de ces empreintes. Il s'agit probablement d'un de ces petits mystères historiques qui resteront irrésolus à jamais. Liste des sons inexpliqués. L'article de Wikipédia intitulé « Liste des sons inexpliqués » est aussi étrange que son titre le laisse entendre. Il s'agit essentiellement d'une compilation de sons captés dans des endroits reculés du monde grâce aux hydrophones les plus sophistiqués jamais conçus. Pour ceux qui ne le savent pas, un hydrophone est un appareil sous-marin permettant de détecter et d'enregistrer les sons provenant de toutes les directions. Comme mentionné dans l'introduction de l'article, les fichiers audio ont dû être accélérés jusqu'à 16 fois leur vitesse d'origine, et leur fréquence a été augmentée afin qu'ils soient audibles par l'oreille humaine. Ce qui rend ces sons fascinants, mais aussi un peu inquiétants, c'est que personne ne sait ce qui les produit. Et le fait qu'ils proviennent tous d'endroits isolés, comme les profondeurs de l'océan ou les entrailles de la Terre, ne fait qu'ajouter au mystère. Par exemple, l'un de ces sons non identifiés est appelé Upsweep, et il a été capté par l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis, NOAA, grâce à son réseau d'hydrophones dans l'océan Pacifique. D'après l'article, ce son a été découvert pour la première fois lorsque le Pacific Marine Environmental Laboratory a commencé à enregistrer avec son réseau d'hydrophones dans une zone de l'océan située entre la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud. Si vous écoutez cet enregistrement, ce que je vais vous faire entendre dans un instant, vous comprendrez pourquoi il est surnommé Upsweep. Il se manifeste sous la forme d'une série d'ondes sonores qui passent progressivement d'une fréquence basse à une fréquence élevée. L'article de Wikipédia précise que ce son semble apparaître et disparaître en fonction des saisons, avec une intensité maximale atteinte au printemps et en automne. Voici à quoi il ressemble. À ce jour, les scientifiques ignorent totalement la nature exacte de ce son, ainsi que son origine. Certains suggèrent que Upsweep pourrait être causé par une activité volcanique sous-marine, mais aucune preuve n'a été apportée pour confirmer cette hypothèse.
Fait intéressant, son intensité diminue progressivement depuis sa première captation en 1991, un phénomène que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. En soi, ce son, comme d'autres mentionnés dans l'article, n'a rien d'extraordinaire. Ce qui le rend troublant, c'est que même les experts les plus qualifiés restent incapables d'en déterminer l'origine. L'homme tourmenté. Il existe un article Wikipédia intitulé L'homme tourmenté, qui raconte l'histoire d'une peinture visuellement dérangeante du même nom, appartenant à un homme du Cumbria, en Angleterre, nommé Sean Robinson. Selon l'article, Sean affirme que la peinture a appartenu à sa grand-mère et que, après son décès, elle lui aurait soi-disant légué l'œuvre. Cependant, l'article de Wikipédia précise que le propriétaire insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une peinture ordinaire car sa grand-mère lui aurait dit que l'artiste avait mélangé son propre sang avec la peinture pour créer l'œuvre avant de se donner la mort. L'histoire est assez floue et il est difficile de trouver des informations supplémentaires sur l'artiste supposé ou sur la date de création de l'homme tourmenté, ce qui rend l'histoire assez difficile à croire. J'ai fait quelques recherches supplémentaires et trouvé d'autres sources où Sean affirme que sa grand-mère avait caché la peinture dans son grenier pendant plus de 25 ans. Selon l'histoire, avant de la lui remettre, elle aurait mentionné avoir vécu des phénomènes paranormaux dans sa maison, incluant l'apparition d'une silhouette sombre à des moments aléatoires de la nuit, accompagnée de bruits de cris, de gémissements et de pleurs. L'article Wikipédia lit également la chaîne YouTube de Sean, intitulée L'homme tourmenté, dans laquelle il explique que, après avoir hérité de la peinture, lui et sa famille auraient eux aussi commencé à vivre des phénomènes paranormaux, avec la silhouette sombre apparaissant également au milieu de la nuit. Sean affirme qu'avant d'hériter de la peinture, il était totalement sceptique. Dès qu'il a ramené la peinture chez lui, il raconte avoir commencé à entendre des bruits de pleurs qui se faisaient de plus en plus forts chaque nuit, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus nier les phénomènes paranormaux qui se déroulaient chez lui. Au fil des ans, la peinture a attiré l'attention de plusieurs soi-disant enquêteurs paranormaux. La chaîne YouTube de Sean, où il documente les activités supposées maléfiques, a depuis atteint 20 000 abonnés. En 2017, un réalisateur indépendant avait même prévu de faire un film à ce sujet et avait acheté les droits de l'histoire à Sean, mais d'après ce que j'ai trouvé, le film n'a jamais été sorti ou n'a pas rencontré beaucoup de succès. Globalement, je vois de nombreux signes qui rendaient l'histoire de l'homme tourmenté assez suspecte. Tout d'abord, les vidéos sur la chaîne YouTube de Sean, où il publie des images censées être réelles des phénomènes paranormaux chez lui, semblent clairement fabriquées. De plus, l'histoire derrière la peinture elle-même est tellement vague et invraisemblable que j'ai du mal à croire qu'elle ait une once de vérité. Je suis plutôt enclin à croire que Sean a créé lui-même l'œuvre avec de la peinture ordinaire et qu'il a inventé l'histoire de sa grand-mère, pour ne pas avoir à donner plus de détails sur l'artiste supposé. Dans l'ensemble, l'homme tourmenté fait sans doute une bonne histoire effrayante, mais je ne vois aucune raison de penser qu'il s'agit autre chose qu'une ruse créative destinée à attirer l'attention et à gagner un peu d'argent avec une histoire inventée. Le mystère de Celtic Wood. Il existe un article sur Wikipédia concernant le mystère de Celtic Wood, un incident étrange survenu en octobre 1917. Selon l'article, lors de la bataille de Passchendaele en Flandre occidentale pendant la Première Guerre mondiale, le 10e bataillon de la 1re division australienne avait pour mission de capturer la crête de Passchendaele afin de détruire la 4e armée allemande. Le plan consistait à attaquer Celtic Wood, faire sauter les Dugout allemands, puis se replier immédiatement en sécurité. Ce qui allait se passer à Celtic Wood allait devenir l'un des plus grands mystères de guerre de l'histoire. L'article mentionne qu'un peu après 5 heures du matin, le 9 octobre, 7 officiers et 78 hommes du 10e bataillon ont lancé leur raid sur Celtic Wood, et c'est la dernière fois que beaucoup d'entre eux ont été vus. Ce qui s'est passé dans ces bois reste flou, mais le consensus général est que l'attaque a été un échec total, selon les journaux de guerre britanniques et australiens. L'attaque a néanmoins été qualifiée de victoire. Cependant, le commandant du 10e bataillon, Maurice Wilder Nelligan, qui était sur place, avait une version très différente des événements. D'après Wikipédia,
Le commandant a expliqué que l'attaque s'est rapidement transformée en un bain de sang violent et qu'après le raid sur Celtic Wood, seuls 14 membres du bataillon non blessés sont revenus sains et saufs. À ce stade, les témoignages diffèrent. Certains membres du bataillon affirment que seulement 7 hommes sont revenus aux lignes australiennes. De manière étrange, l'article mentionne que les archives officielles de l'armée ont pu retrouver 37 des 85 membres du bataillon. Mais encore plus mystérieusement, après le raid, les corps des soldats disparus n'ont jamais été retrouvés. Leurs noms n'apparaissent même pas sur les listes de prisonniers de guerre, et la commission des sépultures n'a trouvé aucune trace de leur corps par la suite, ce qui est extrêmement étrange. Selon de nombreuses sources, le nombre de disparus est d'au moins 37. Pendant près de 100 ans, le raid de Celtic Wood était resté un mystère. La plupart des experts convenant que les Allemands avaient probablement massacré les hommes disparus et les avaient enterrés dans une fosse commune. Cependant, l'article de Wikipédia mentionne qu'en 2008, les chercheurs Chris Henschke et Robert Kearney ont affirmé avoir des preuves concluantes que les membres du 10e bataillon avaient été tués par les Allemands dans les bois et que la raison pour laquelle leurs corps n'avaient pas été retrouvés était qu'ils avaient été soufflés par leurs propres bombes. Mélangés avec les restes des soldats allemands, cela rendait impossible de distinguer les soldats australiens des soldats allemands par la suite. Selon les propres mots de Henschke, le raid n'était pas un grand mystère, mais l'histoire d'une opération de petite unité qui a mal tourné. Cependant, tous les experts ne sont pas d'accord avec cette conclusion, et à ce jour, le raid de Celtic Wood reste l'un des plus grands et des plus étranges mystères de la Première Guerre mondiale. Le pot toaster. Le 7 octobre 1849, Edgar Allan Poe est décédé à Baltimore dans des circonstances mystérieuses. Selon un article de Wikipédia, à partir des années 1930, chaque matin, le jour de l'anniversaire de Poe, un homme vêtu de noir, portant une canne à embout argenté et le visage presque entièrement couvert par une écharpe ou une capuche, se rendait incognito au cimetière Westminster Hall and Burying Ground de Baltimore pour rendre hommage à Poe. L'article mentionne que cet homme, surnommé le pot toaster, versait un verre de cognac Martel, portait un toast en l'honneur de Poe, puis déposait 3 roses rouges sur la tombe, à côté d'une bouteille de cognac non terminée, avant de partir. Ce personnage n'a jamais cherché à attirer l'attention et parvenait toujours à se faufiler sans être vu. Chaque année, après sa première apparition, une foule de spectateurs se rassemblait le matin de l'anniversaire de Poe, tentant d'apercevoir l'homme, mais il était rarement vu ou photographié. En fait, la seule photographie que j'ai trouvée de lui provient d'un article de Life Magazine en juillet 1990 intitulé « Once Upon a Midnight Dreary », écrit par Gary Smith. Cette photo, prise par Bill Ballenberg, montre le pot toaster penché sur la tombe, rendant hommage à Edgar Allan Poe. Curieusement, le pot toaster laissait parfois des notes cryptiques sur la tombe lors de ses visites. Par exemple, en 1993, il laissa un mot disant que la flamme serait bientôt passée, et un autre précisant « Il a été rapporté que le pot toaster est décédé en 1998, car il n'a plus été vu, rendant hommage à la tombe. » Cependant, l'article mentionne que la tradition de rendre hommage à la tombe et de porter un toast en l'honneur de Poe a été transmise à l'un de ses fils. Malheureusement, il semble que la personne ayant hérité de la tradition n'y ait pas accordé la même importance que son père, car le pot toaster, après 1998, laissait souvent des notes parlant de sport ou de politique, ce que son père n'avait jamais fait. Entre 2005 et 2008, il laissa une note tellement décevante que le conservateur de la Poe House and Museum choisit de ne pas la montrer au public, afin de protéger l'honneur et l'héritage de l'original pot toaster, dont l'identité reste inconnue à ce jour. Cependant, en raison de la popularité de cette tradition à Baltimore pendant 70 ans, la ville organisa en 2015 un concours pour choisir un nouveau pot toaster, afin de rendre la tradition plus attrayante pour les touristes. Depuis 2016, le nouveau pot toaster anonyme est devenu une attraction populaire à Baltimore, perpétuant la tradition de rendre hommage à Edgar Allan Poe chaque année à son anniversaire.